Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 novembre 2020 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage, Hegel, sa vie, son œuvre, voilà, aux presses universitaires, et c'est écrit par Jacques Donte, agrégé de l'université, docteur S. Lettres, 1967. Voilà. Donc vous savez que c'est en lien avec la mécanique, mon site, mécaniqueuniverselle.net, qui est une sorte de téléologie naïve, du, voilà, une réflexion naïve sur le devenir humain. Donc voilà, j'essaie de démontrer de façon le plus logiquement possible, le plus pragmatiquement possible, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la paix universelle, une perfection technique, voilà. Alors évidemment, et la finalité est spirituelle, c'est-à-dire que dans cette ultime perfection, c'est pas pour construire un monde parfait techniquement, avec parfaitement écologique, voilà, une sorte de paradis terrestre où on pourrait jouir de la vie, mais en jouir comme le système consumériste le propose. Voilà, jouir comme le libéralisme, le néolibéralisme actuel propose de le faire. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça sera un état, une perfection, mais spirituelle en réalité. Une jouissance qui, selon moi, est bien au-delà de la jouissance classique, ordinaire. Euh, et donc, c'est lié à l'extase, au, à l'éveil, au samadhi, à l'équilibre parfait, à cet état que, que, certains, euh, que certains chercheurs de spiritualité, comme les soufis, comme les moines tibétains, comme les moines zen, comme voilà, cherche à expérimenter un état d'extase. Voilà, c'est ce que l'humanité inconsciemment cherche à atteindre. Pourquoi? Voilà, je réponds pas forcément à cette question, mais j'essaie pragmatiquement de dire nous étions à un point A, nous étions primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, que, voilà, nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui en passant par telle et telle étape, etc. Nous arrivons là, et si on continue cette ligne d'évolution, si on continue à faire évoluer les trois grandes choses qu'on fait évoluer, notre comportement, la maîtrise de notre environnement et la maîtrise de notre questionnement, si on continue dans cette même veine, normalement, il n'y a aucune raison qu'on fasse demi-tour d'ailleurs, on arrivera forcément à un point où le monde aura atteint, l'humanité aura atteint son ultime perfection. Voilà. Et dans cette ultime perfection, c'est l'extase facile pour l'être humain. L'être humain, voilà, pourra expérimenter, vivre cet état de calme, de zénitude, un état où il n'y a plus de peur, plus d'angoisse, plus de... Voilà, c'est un état de jubilation, de contemplation, de jouissance absolue. Voilà. Alors pourquoi je le redis, je ne sais pas. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut projeter dans plusieurs siècles. Quand on voit la tournure des événements et la difficulté à évoluer. Après, une fois que l'humanité prendra conscience de son sens, de sa finalité, les choses peuvent aller très vite, évidemment. Mais pour l'instant, on évolue encore par, par antagonisme, voilà, par destruction, reconstruction, par tentative, essai, erreur, rectification. Voilà, on est encore dans une évolution inconsciente finalement, pas vraiment consciente. Et c'est pourquoi on déclenche des guerres, on se provoque, voilà, on se pille, on se maltraite, on se méprise. Voilà, toutes ces dimensions qui sont humaines. Hein, voilà, on peut pas. C'est comme ça, on en est encore là. Mais ça, tout ça, ça sera dépassé dans, voilà,
quelques décennies, quelques siècles peut-être, je pense plutôt quelques siècles, mais ça sera ça. Alors, une autre chose que je veux vous dire, vous savez c'est important de soutenir, si ça vous intéresse, ou si ça vous plaît, si vous pensez que ce travail qui est évidemment intuitif, il ne peut pas rivaliser avec la façon dont s'expriment les professeurs de philosophie ou les philosophes qui font des vidéos, etc. Mais si vous pensez qu'il y a un intérêt dans ce que je développe comme théorie, dans les idées que j'apporte, vous pouvez mettre un j'aime, et sinon vous pouvez je n'aime pas, hein, évidemment, si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose, mais n'hésitez pas à soutenir si vous pensez que c'est important, ça donne de la visibilité en fait à ce travail. Voilà. Donc, je reprends la lecture où j'en étais. Donc, Hegel, là, je suis sur sa vie. Hein, voilà. Donc, il a été à Tübingen, dans une école qui est le STIF, le Stift, voilà, où il côtoie Hölderlin, Schelling, etc., et d'autres. Et il se trouve que à ce moment-là, la Révolution française il avait 20 ans à l'époque de la Révolution française, et elle était, voilà, c'était le moment de cette étape, qu'il estime comme quelque chose de fondamental, aussi important que la fondation du christianisme 2000 ans avant. Voilà. Pour lui, c'est comme ça. Alors, je continue. Au Stift, les nouvelles de la Révolution française vinrent bouleverser la monotonie du travail assidu, coupé de distractions anodines. Les boursiers les accueillirent avec enthousiasme, surtout ceux d'entre eux qui venaient de Montbéliard et de Colmar, territoire rattaché au duché de Wurtemberg à l'époque. Ah ben tiens. Le cœur de Hegel s'enflamma. En compagnie de Hölderlin et de Schelling, il prit part à la plantation d'un arbre de la liberté. Ah voilà, il y avait cette idée que la liberté allait venir dans l'humanité. Et effectivement, ça a été un moment, ça a été la première étape de monter vers la liberté. Et depuis, voilà, on voit à quel point on a gagné en liberté, évidemment. Justement par les progrès que l'humanité fait constamment. On ne s'en rend pas vraiment compte parce que nous avons une vision que celle de notre existence. Donc on voit bien quelques progrès entre, voilà, si on est né dans les années 70, ou voilà, on voit les progrès entre les années 70, 80, 90, etc. Il y a des progrès et parfois il y a aussi des régressions, donc c'est un peu difficile de distinguer vraiment les progrès. Mais entre les progrès entre 1789, la liberté qui était offerte à des pauvres, au peuple, etc., et la liberté dont jouit aujourd'hui le monde, il y a quand même eu une évolution considérable. Voilà. Alors, donc, il s'affirma, dit-on, l'orateur le plus fougueux du club clandestin que les Stiftlers révolutionnaires avaient fondé et où l'on commentait les papiers reçus de France. Bon, je pense, on peut imaginer l'exaltation qui devait se passer à cette époque-là, en plus avec Schelling, Hölderlin, Hegel et puis d'autres. Enfin, ça devait être quelque chose de formidable. Et en fait, ça a donné, même si c'est touffu, incompréhensible, comme beaucoup le disent. Moi, je n'ai pas pu le lire, évidemment, le livre
La phénoménologie de l'esprit, le livre de Hegel. Je peux le lire que par des vulgarisateurs, et merci à eux d'ailleurs. Voilà, par des gens qui le commentent. Je peux le comprendre à travers eux, mais c'est très compliqué à le comprendre. J'ai essayé, hein, évidemment, mais c'est extrêmement compliqué. Mais en même temps, c'est un livre enthousiasmant et enthousiasmé, on peut dire. Voilà, il détecte, il est allé. Je pense que la Révolution lui a donné, a déclenché chez lui le fait que le monde est en évolution, l'idée de l'évolution du monde, évidemment, puisque d'un seul coup, l'aristocratie, après des siècles et des siècles de, au pouvoir, pouvait être renversée et on pouvait passer sur un système démocratique, voilà, républicain, etc. C'est vraiment, évidemment, ça devait être extrêmement enthousiasmant pour lui. Quand les puissances européennes eurent engagé la guerre contre la France révolutionnaire, les boursiers du Stift prirent à partie les émigrés français qui faisaient mine de parader dans les rues de Tübingen. Ah, pourquoi? Parce que les immigrés français, qui étaient partis sans doute, qui s'étaient enfuis de la Révolution, et donc quand ils ont vu qu'il y avait une réaction qui voulait faire tomber le système révolutionnaire pour remettre sans doute l'aristocratie au pouvoir, on paradait sans doute dans Tübingen, la ville de ces étudiants-là. Donc, ils cachèrent des prisonniers français et machinèrent leur évasion. Ah, mais peut-être pas, alors, c'est peut-être pas vraiment ça. Bon, bref. On soupçonne même Schelling d'avoir tenté d'établir une liaison secrète avec l'armée ennemie, celle de Custine. Toute cette activité subversive provoqua de vives réactions de l'administration ducale. Bon, comprenne qui peut. Les compagnons de Tübingen préféraient le courant modéré de la Révolution, plus précisément le mouvement girondin, et leur sympathie pour lui n'allait pas sans illusion. Voilà, je pense que c'était logique d'aller vers les modérés pour ce type de penseur. En philosophie, ça me paraît logique. Comme les Allemands les plus avancés, ils se donnaient une image idyllique de la Révolution et ils éprouvèrent un amer désenchantement lorsqu'elle glissa vers la terreur. Évidemment, voilà le problème. Et peut-être que ça a sans doute fortifié la pensée de Hegel sur le fait que la violence était intrinsèque à l'évolution, qu'on ne pouvait pas s'en passer encore, etc. Voilà donc le contexte temporel dans lequel le jeune Hegel s'est assimilé l'héritage de la philosophie allemande. Celle-ci montrait beaucoup d'audace, surtout dans les œuvres de ses derniers représentants, Kant et Fichte. Évidemment, c'est quand même de la puissance de la pensée. Cependant, de nouvelles façons de penser, appelées par les nouveaux rapports sociaux, qui enchaînaient rapidement leurs formes surprenantes en France, venaient sans cesse ébranler, dans les pays proches, les anciennes manières de vivre et les habitudes d'esprit, même les plus récemment adoptées. Ça allait vite, je pense qu'à partir de là, l'évolution a été rapide. La doctrine kantienne se trouva rapidement dépassée. Mais je pense que c'est ce qui s'est passé aussi avec la révolution russe bolchevique. En peu de temps, en l'espace de peut-être 2 décennies, des changements incroyables ont été faits. Donc voilà, parfois l'humanité a besoin de passer par des moments comme ça qui sont terribles pour le peuple, parce que c'est le premier à en souffrir la plupart du temps. Mais ça va accélérer les choses brutalement, et c'est peut-être aussi malheureusement la destination secrète des guerres, quoi, au final.
la doctrine kantienne se trouva rapidement dépassée. Le monde nouveau exigeait que l'on chaussât de nouvelles lunettes pour mieux déchiffrer le testament du monde ancien. Au Stilf, Hegel se hasarda à écrire quelques ébauches dans lesquelles il prenait contact avec toute cette modernité. Il s'essaya à l'éloquence en prononçant les prêches réglementaires. À la fin de 1793, ayant subi les examens avec succès, il aurait pu devenir pasteur. Mais de toute évidence, la vocation lui manquait, comme elle fit également défaut à Hölderlin et à Schelling. Refusant le pastorat dénué de ressources, il accepta la triste situation de précepteur. Et il faudra que je lise aussi Schelling. Et Hölderlin, j'ai lu un peu, mais bon, c'est autre chose. Mais Schelling me paraît très important. Étudiant pauvre au service d'une famille riche, le précepteur est une figure caractéristique de cette époque. Hegel supporta sans déchoir les servitudes de cette condition. Il montra d'ailleurs quelque habileté, on n'eut pas trop de malchance dans le choix de ces deux places successives, à Berne de 1793 à 1796 et à Francfort de 1797 à 1800. En fait, il a pratiqué pendant 7 ans. En Suisse, il entra en fonction dans une famille noble et puissante. Mais quoi qu'on ait dit assez libéral, il lui dut de pouvoir examiner minutieusement les mœurs politiques de l'oligarchie bernoise. Ah, voilà. Et c'est là où l'intelligence explosive, on va dire, ou en hyper-réveil d'un Hegel, quand il voit le monde tel qu'il est, ça lui suggère des milliers de pensées créatrices. Et voilà. Et donc, c'est le voyage. Alors maintenant, on n'a plus besoin de voyager. On allume la télévision, on allume Internet et on voit ce qui se passe. Et c'est extraordinaire d'ailleurs pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de voyager. D'ailleurs, il y en a, tous les penseurs qui vivent dans des pays où les jeunes ont du mal à voyager, hein, dans les pays musulmans par exemple, où ils sont plus ou moins interdits de voyage facilement, quoi. Et c'est une honte d'ailleurs qu'une partie du monde puisse se balader sur cette planète et qu'une autre partie soit contrainte de partir en hors-la-loi, en risquant son existence, etc. C'est proprement scandaleux. Quand on analysera le moment de ce monde néolibéral, et en gros, parce que je pense que même pendant les 30 Glorieuses, on voyageait peut-être plus facilement que depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Bon, bref. Mais c'est un peu honteux, quoi, de ne pas permettre, ici, n'importe quel jeune peut, s'il le veut, prendre un billet d'avion et aller faire voyager, expérimenter quelque chose, voilà, dans le monde. Et c'est dommage que ça ne puisse pas se faire avec l'Afrique, avec les autres pays. Bon, cette expérience sur laquelle il réfléchit profondément l'instruisit pour toujours. Il meubla ses rares loisirs par quelques longues excursions et surtout par une méditation féconde. Il s'interroge sur le sort des institutions politiques et religieuses condamnées, après un essor créateur, à un dépérissement qui les métamorphose en survivance sans âme, en réalité positive. Il analyse cette évolution typique dans des phénomènes historiques de grande portée, le judaïsme, les religions grecques et romaines, le christianisme. Il mêle les préoccupations actuelles et les rappels du passé. Il ne publiera pas ses essais trop hétérodoxes. Continués à Francfort, ils ne seront édités que longtemps après la mort du philosophe. Ah ben incroyable ça. Sous le titre significatif
sous des titres significatifs. Religion nationale et christianisme, vie de Jésus, la positivité de la religion chrétienne, l'esprit du christianisme et son destin. Ces textes de jeunesse livrent la clé de certaines œuvres de la maturité qui sans eux resteraient partiellement énigmatiques. Alors voilà, il me faudrait une autre vie et une autre aptitude à lire et à comprendre. Voilà, c'est là où tout le manque universitaire se fait sentir, cruellement sentir, parce que c'est clair que si j'avais eu, si au lieu de m'arrêter en sixième, j'avais eu un cursus un peu scolaire, passer la troisième, seconde, terminale, aller en fac, puis partir un peu en philosophie, ben, j'aurais accumulé une technique et puis une aptitude à la concentration que n'ont pas les autodidactes de mon acabit. Voilà, et c'est un problème parce que j'ai pas la force mentale de m'accrocher à un bouquin et à le lire et à le comprendre. Ça me demande un effort considérable. Bon, en même temps, voilà, je raconte mon existence bien souvent à travers mes désirs, et puis mes souffrances, mes trucs comme ça. Et voilà, je trouve que c'est naïf, mais ça représente ce que je suis. Donc, je suis comme ça, voilà. Et donc, j'essaie de ne pas tricher le moins possible, d'être le plus, le plus juste possible. Et ben voilà, ça servira un petit peu de témoignage. Si un jour ce travail n'est pas destiné à être perdu dans les limbes et complètement oublié rapidement, mais s'il a quelque intérêt pour le futur, eh ben je pense que ça sera intéressant, peut-être, de savoir quel était l'état d'esprit de, de la mécanique universelle à l'origine. Alors, malgré cette activité fructueuse, Hegel ne tarda pas à souffrir de son séjour en Suisse comme d'un exil. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Et c'est bon pour tous les exilés. Voilà, même si évidemment ils rencontrent des conditions, des conditions plus favorables, surtout s'ils doivent quitter leur pays en guerre ou quoi que ce soit, tous ceux qui viennent en Europe et qui trouvent un asile, mais on reste toujours avec quelque chose au fond du cœur, et qui perdure même quand on s'est installé dans un pays. Mais mes parents sont venus d'Italie, tous les deux. Ils se sont vraiment intégrés. Ils parlaient jamais avec une nostalgie dégoulinante de l'Italie, mais je sais qu'ils avaient c'était là encore. Voilà, il y avait une blessure d'avoir quitté leurs amis, etc. Toutes ces choses. Et la génération qui vient après, moi je suis né en France, mais ben il y a une sorte, voilà, je porte un peu de cette nostalgie des origines. Donc, c'est légitime, quoi. Hein. C'est quelque chose parce qu'on est de quelque part, quelque part. Voilà, même si, voilà, ben moi je suis très très heureux d'être français. Je remercie la France d'avoir accueilli mes parents et, et- et voilà, et les gens de ce village qui se sont qui, comme tous les êtres humains, 90%, 99%, 90% de l'humanité est généreuse et bienveillante et accueillante. Les peuples sont comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et dans un village, ben, il y en a toujours un ou deux sur 1000 et quelques. Il y en a peut-être voilà, 5, 10 qui vont avoir des comportements voilà, réactionnaires, un peu racistes, etc. Mais globalement, les êtres humains sont extrêmement accueillants. Et partout sur cette planète, que ce soit ici ou si, voilà, ailleurs, c'est pareil.
C'est important de le savoir. Donc, alors il souffrit de son exil. Il s'estime trop éloigné des centres de la culture vivante dont sa correspondance avec Hölderlin et Schelling ne lui apporte que des échos assourdis. Il accueillera comme une libération l'offre d'un emploi à Francfort dans une famille de négociants riches et influents, les Gogel. Là, à partir de janvier 1795, il jouira directement du spectacle de l'activité économique et financière moderne, utile, profitable et du libéralisme qui en est alors l'accompagnement idéologique. Alors voilà, ça me permet, tiens, de parler de ce libéralisme. Alors, je pense que le libéralisme est le... Et ça a été le système le plus logique pour l'évolution de l'humanité jusqu'à présent. Donc, j'ai critiqué beaucoup dans les vidéos précédentes et puis sur la mécanique universelle le libéralisme. En réalité, je critique les dérives du libéralisme, l'ultralibéralisme. Et je critique surtout le fait qu'il ne puisse pas prendre de son adversaire, qu'est le communisme, le meilleur du communisme. Le côté, la fraternité, l'idée de partage, l'idée de soutien des plus faibles, etc. Il y a des choses magnifiques, même dans le communisme qui a été incarné, quand c'était l'URSS, il y avait des choses formidables qui se sont produites. Et il y avait des choses désastreuses. Il y a eu le goulag, il y a eu la perte de liberté, il y a eu la surveillance permanente, il y a eu la dictature du prolétariat, qui est une aberration. En définitive, il n'y a pas... c'est pas comme ça que ça doit se faire. Le fait de brimer les élites, tout ça, le fait de maltraiter la spiritualité, les spirituels, les religions, etc. Tout ça, c'est négatif, ok, c'est quelque chose qui doit être écarté. Mais pourquoi écarter le bon avec l'eau du bain? Pourquoi ne pas préserver le bon? Quoi qu'il arrive, on arrivera à ça. L'humanité parviendra à un système qui mélangera le meilleur de tous les systèmes. Et sans doute le meilleur aussi de l'anarchisme, c'est-à-dire le fait d'être absolument libre. Voilà, on arrivera dans quelque chose qui prendra le meilleur dans des systèmes, un système qui prendra le meilleur de tout. Voilà, et c'est ce que je reproche au libéralisme. Mais en tout cas, c'est clair que pour un Hegel, la liberté était au centre, et pour les philosophes de cette époque, c'était légitime de penser en termes de liberté, parce que la philosophie avait souffert tellement sous l'Église et sous les rois, sous l'aristocratie, elle avait souffert en fait de l'oppression des pouvoirs qui pouvaient décider ce qui serait publié, ce qui ne serait pas publié, etc., etc. Il fallait choquer personne à l'époque. Et donc, ce manque de liberté était le point noir de toute la créativité, finalement. Donc, ils ont accueilli le libéralisme avec une délectation extraordinaire, ce qui est normal. Les Gogel détenaient traditionnellement de hautes charges dans la franc-maçonnerie, et grâce à eux, Hegel a étendu ses relations avec les membres de l'ordre secret. Voilà, alors c'est pareil, on a une vision des fois négative de la franc-maçonnerie, et parfois il y a des choses négatives dans la franc-maçonnerie, il ne faut pas se leurrer, évidemment, mais il y a aussi une vision universelle, universaliste, une vision sociale, une vision généreuse qui est très importante là-dedans. Donc voilà, rien n'est blanc, noir. Et ce ne sont pas les hommes en réalité qui sont condamnables.
C'est les systèmes des choses qui font que c'est ça qui est à modifier en somme. Voilà. N'était-ce pas son fidèle ami Sinclair, franc-maçon notoire, qui l'avait introduit dans cette maison, avec l'assentiment et l'aide de Hölderlin? Point d'interrogation. À Francfort, Hegel risqua sa première publication étrange, une traduction allemande largement annotée des lettres du révolutionnaire suisse Jean-Jacques Carte. L'ouvrage, violemment hostile à l'oligarchie bernoise, passait pour une production typique de la propagande étrangère de la Révolution française. Ah, d'accord. Eh bien, et moi aussi, je suis hostile à l'oligarchie lorsqu'elle est au pouvoir. Mais d'ailleurs, quand c'est un système oligarchique, c'est qu'il est au pouvoir. Je ne suis pas hostile aux oligarques, à la puissance de leur façon de leur pilotage des choses. C'est énorme. Le système, il faut des qualités incroyables pour être un Zuckerberg, un Elon Musk, un Bill Gates, etc., de pouvoir gérer des choses qui sont universelles, quoi. C'est des sociétés, enfin, et même des milliards et des milliards. Je suis pas contre. C'est pas contre ça que je suis. C'est contre leur pouvoir et le fait qu'ils puissent dominer un système politique et imposer des valeurs. Ils n'ont pas à imposer des valeurs. Ce ne sont que des marchands. Ce ne sont qu'un système. Ce n'est que le marché. Le marché n'a pas à donner le système des valeurs de l'humanité. Parce que sinon, ça enlève le spirituel de l'humanité. Si c'est le matérialisme qui donne les valeurs. Et naturellement, il va écarter le spirituel, parce que le spirituel se vend pas, c'est pas ça etc. Donc, il maltraite l'humanité en réalité. C'est ça que je combats en définitive. Donc je pense qu'on devrait laisser s'amuser ces grands patrons d'industrie qui sont extraordinaires hein, dans leur truc, mais on devrait ensuite, voilà, ils montent leur système et puis on le prend et on le collectivise mondialement. Parce qu'en fait, voilà, Twitter, YouTube, Facebook, etc., TikTok, machin, ces systèmes-là ne doivent pas appartenir à un être humain. Ils doivent tomber dans le... Pour moi, hein, c'est comme ça que je le vois. Ils doivent tomber dans le domaine public, puisque c'est universel maintenant. Ils doivent appartenir à l'humanité. Donc il va falloir faire un pot commun. On a déjà construit un système universel, l'ONU, l'OMS, l'OMC, etc. Et même il y a la Banque mondiale, etc. Donc on a déjà les structures pour ça. Alors peut-être qu'il faut faire un pot commun pour mettre toutes ces grandes sociétés qui doivent appartenir à l'humanité tout entière. Voilà. Il n'y a aucune raison, et là on le voit avec justement la dérive que semble prendre Elon Musk. Là. Il arrive, il décide qu'il peut virer qui il veut, etc. etc. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Là, et d'ailleurs, je pense que par cet excès, il faut le remercier, parce que tous les excès de l'oligarchie font qu'on combat l'oligarchie et qu'on va trouver le moyen de s'en protéger totalement. Et donc peut-être justement de privatiser, de rendre public tout le système des grands oligarques. Dès que les oligarques, on les laisse jouer, on les laisse créer, puisque c'est leur nature, ils aiment ça, ils ont toutes ces aptitudes, c'est des types extraordinairement solides mentalement pour pouvoir gérer ce genre de truc, avoir une vision comme ça, c'est tout simplement incroyable, quoi. Hein. Voilà, c'est des Alexandre le Grand, c'est des Césars, hein. Ces types, il n'y a rien à dire.
Et on doit les remercier pour tout ce qu'ils font, ça c'est clair. Mais une fois qu'ils ont joué, on récupère le truc et on le met dans le tronc commun et personne n'y touche et on le laisse, voilà, on laisse la liberté de tout ça. On pose les et l'humanité décide de ce qui aurait à faire sur ça. Voilà. Quand il y a des dérives, évidemment, parce qu'il y a des dérives. Voilà, on le voit, il y a des choses qui doivent être condamnées sur ces réseaux sociaux. Il y a des choses on doit pouvoir se préserver de la violence qu'ils engendrent. Mais cette violence n'est que le reflet de la violence que les médias nous donnent à ressentir, à vivre, à entendre. Voilà, c'est tout simple. C'est voilà les médias des années 50, 60, 70, 50, 60, 70 étaient beaucoup plus doux. Voilà, c'était la petite maison dans la prairie, mais les gens parlaient comme ça aussi dans le peuple. Parce qu'en fait, on est on subit l'humanité fonctionne par mimétisme. Et le peuple, voilà, et fait du mimétisme avec les élites qu'on lui donne à entendre. Voilà. Hegel crut bon de garder l'anonymat. Il dut renoncer à faire paraître un essai polémique sur la situation du Württemberg. Il assista Hölderlin dans la tragédie sentimentale où devait sombrer la raison du pauvre poète, déjà ébranlé, semble-t-il, par des transes politiques. Les malheurs de Hölderlin, obligé de quitter bientôt Francfort, contribuèrent sans doute à rendre le séjour dans cette ville insupportable à son ami Hegel. Évidemment, comment il a dû souffrir de la tragédie qu'a vécue Hölderlin. Comment son esprit s'est dégradé, c'était un hypersensible et quelle tragédie. Et je sais de quoi je parle là. C'est une tragédie de voir quelqu'un d'hyper intelligent, hyper créatif, souffrir voir sa raison parfois. C'est une tragédie, c'est tragique. C'est la plus grande souffrance qu'on peut avoir vers quelqu'un qu'on aime en réalité, vers un ami ou qui que ce soit. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, si Dieu le veut, je continue. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.